Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous les amis, belle matinée qui s'annonce pour les becs sucrés. Oh, vous savez ce que c'est que les becs sucrés? Les gens qui aiment bien les sucres, quoi. Enfin, les sucres, le sucre, les gâteaux, les bonbons, les confiseries. Ce matin, on va être un petit peu sucré, je vous l'avoue. Et ça tombe pas mal à 10h du matin le dimanche. C'est quelque chose qui ne déplaît pas en général. Toute notre émission va être consacrée aux plus beaux artisans de ces saveurs sucrées. Et on va commencer immédiatement avec un très grand pâtissier, Jérôme de Oliveira. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Depuis son bureau de Cannes, oui, parce que c'est un garçon qui a commencé sa carrière au Plaza Athénée à Paris, dans l'entourage de Christophe Michalak, puis il est parti s'établir à Cannes. Depuis combien de temps, Jérôme de Oliveira? Bonjour. Bonjour à tous. 14 ans désormais 14 que je suis ans. dans le Sud. Et oui. Oh là là, moi qui vous ai connu tout jeune, presque en culotte courte encore. Ouais, c'est ça, la Coupe du Monde, j'étais pas vieux à 23 Absolument. ans. C'est ça. Vainqueur de la Coupe du Monde de pâtisserie, la World Pastry Cup, et maintenant pâtissier reconnu au milieu de ses pairs. Alors Jérôme, je vous ai passé un coup de fil parce que j'ai eu la chance, la semaine qui vient de s'écouler, d'assister, dimanche dernier en fait, c'était dimanche soir dernier, il y a une semaine, on assistait ensemble, et pas dans le même rôle, au grand dîner de gala des relais desserts. Alors j'aurais bien voulu avoir Vincent Guerlet, le président des relais desserts et grand pâtissier chocolatier nantais. Malheureusement, il est en voyage aux Antipodes. Donc, c'est vous qui vous y collez, Jérôme. Avec grand plaisir. Ben voilà. D'autant que ce soir, lors de ce grand dîner de gala, il y a une remise d'un prix très important pour les pâtissiers chocolatiers, qui est le prix Charles Proust. Le trophée Charles Proust, qu'est-ce que c'est, Jérôme de Oliveira? C'est devenu un concours très prestigieux et qui renaît, on va dire, de ses cendres. Il existe depuis 1950. Il avait il était un petit peu en perte de vitesse. L'association en fait Relais Dessert l'a reprise en main depuis quelques années et redore son blason. Et il est vraiment attendu par les jeunes professionnels pour se confronter aux autres, pour se confronter à eux-mêmes et pour évoluer dans la profession. Alors c'est vous qui étiez en charge de présider le jury, c'est ça? Oui, justement, Vincent m'avait confié cette lourde tâche, mais très belle responsabilité, et j'étais ravi. Donc du coup, j'ai endossé ce rôle de président du jury. Avec beaucoup de brio. Merci. Merci beaucoup. De professionnalisme. Puis c'est toujours bien quand on est vainqueur de grandes compétitions soi-même de se retrouver de l'autre côté de la barrière, de l'autre côté du mur. Oui, c'est ça. Et quand je fais les choses, j'essaie de les faire bien. Donc, j'ai fait mon maximum pour que l'organisation se passe bien. Alors, je suis pas tout seul, évidemment, mais tout s'est bien déroulé, aussi bien au niveau des candidats, au niveau des timings, au niveau des dégustations. Et puis, j'ai formé aussi un très beau jury. Donc, le résultat est très chouette. Jérôme, on peut rappeler en 2 mots, pour ceux qui nous écoutent, de quoi il retourne. En fait, c'est quoi le concours Charles Proust? Quelle est l'épreuve que l'on doit passer? Le concours Charles Proust, déjà avant toute chose, c'est un concours où on emmène une pièce artistique. On ne la réalise pas sur place. On la prépare en amont. En atelier, comme ferait un sculpteur chez soi. Pendant des mois et des mois, exactement. Et la particularité au niveau de l'artistique, c'est de mêler à la fois le chocolat et le sucre. C'est vraiment deux choses artistiques qui font notre métier. Pour une pièce de décor monumentale. C'est grand, Exactement. J'ai pas les dimensions en tête exactement, mais on avait le choix. J'avais proposé le choix de présenter une pièce artistique aussi bien verticale ou horizontale. D'accord. Et le thème, c'est vous qui l'avez choisi aussi? Le thème, c'était l'intelligence artificielle nous mènera-t-elle sur Mars? Exactement. Dites donc. Je voulais quelque chose qui interpelle, quelque chose qui différencie un petit peu justement de beaucoup de sujets qui sont un peu plus classiques d'habitude. Et je voulais que ça parle tout simplement à la nouvelle génération. Et c'est ce qui s'est passé. On n'a jamais eu autant d'inscrits. Et en tout cas, leur travail, leur créativité nous a montré que le thème leur parlait. Donc j'en suis ravi. Alors, on a eu comme vainqueur un jeune pâtissier d'une maison qui n'a plus à faire ses preuves, la maison Le Nôtre. Il s'agit d'Abel Nesson. Il est avec nous en ligne. Bonjour Abel. Bonjour. Merci. Quel âge avez-vous, Abel Nesson?
24. À 24 ans. Oh là 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 là. Et quelle maestria. Alors, moi je le dis parce que j'ai vu cette pièce de décor absolument incroyable, une vraie sculpture, un truc très impressionnant qui faisait facilement 2 mètres de haut. Pouvez-nous la décrire, Abel Nesson ? Alors c'est une femme robot en fait qui part d'une carte mère, qui naît d'une carte mère. Avec une dynamique florale qui l'emmène vers Mars. Ah non, mais c'est incroyable. Et tout ça, comme dans tous ces décors artistiques, ces pièces artistiques, tout doit être comestible, on est d'accord ? Alors tout est comestible, hormis les entremets qui sont dessus, qui sont faits en factice. En pastillage ou je ne sais, enfin en tout cas. Mais la pièce elle-même, ça fait partie du jeu dans toutes ces compétitions artistiques. C'est ça fait partie du jeu. Quel est votre boulot chez Le Nôtre, vous ? Alors je m'occupe de toute la partie de la finition sucrée, donc on envoie dans les camions qui partent ensuite en boutique tous les matins. Ouais. Et donc vous êtes à l'envoi, comme on dit, hein, c'est-à-dire que vous faites la dernière petite retouche, le petit décor qui va bien, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est toute la partie finition des entremets. Bon, alors vous saluerez pour nous Étienne Leroy, le chef pâtissier de la maison Le Nôtre. Enfin, quand je dis le chef pâtissier, en même temps avec Guy Krenzer, qu'on connaît bien, qui a souvent été dans l'émission, et une noria de pâtissiers. Combien a-t-il de pâtissiers dans la brigade de pâtisserie et de chocolaterie chez Le Nôtre, à plaisir, dans les Yvelines ? Au total, on a une centaine de pâtissiers, chocolatiers, glaciers, boulangers. Ça calme. Il y a Jérôme de Oliveira qui fait ouloulou. Je suis pas là. Il y a un peu de boulot. Ouais, non, mais c'est extraordinaire parce que voilà, à 24 ans, réaliser une pièce avec autant de maestria. C'est quoi votre formation, vous ? J'ai fait 2 CAP, une mention et un BTM pâtisserie. Un BTM pâtisserie, bah écoutez, je voulais vous dire bravo Abel, parce que là on a touché du doigt à l'excellence. C'est d'ailleurs un peu l'idée des Relais Desserts, qui sont une très belle association de grands pâtissiers en France et à l'étranger, et qui remettent en quelque sorte leur trophée. Alors il n'y avait pas que le trophée, le prix Charles Proust, il y avait aussi 2 prix qui étaient attribués à d'immenses pâtissiers. Chaque année ils le font, et je ne sais pas si nous avons en ligne la chance d'avoir avec nous Claire Hetzler. Claire ? Oui, bonjour. Ah, bonjour Claire. Claire Hetzler qui a remporté le prix de la meilleure, enfin du meilleur pâtissier ou de la meilleure pâtissière boutique, parce qu'on peut être pâtissier en boutique ou en restauration, et vous avez raflé ce prix au nez à la barbe de certains de vos collègues, par exemple Julien Alvarez, le chef pâtissier de chez La Durée. Bon, moi je trouve ça formidable parce que ça vient valider et confirmer votre talent immense, Claire. Comment ça se passe dans vos boutiques? Tout va bien cette année? Mais ça va très bien, ça va très très bien. Là, on va fêter nos 3 ans début décembre. Ouais. Et puis, non, je suis très contente. On a une belle clientèle très fidèle, très familiale, levalloisienne. Et puis, on se développe pas mal, autant en B2B que sur d'autres projets. Donc, alors, tout va très très bien. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez fait le grand saut, en fait. Vous êtes passé de la pâtisserie de restauration à la pâtisserie boutique. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Des horaires plus décents? Non. non, ça ne faut pas rêver quand même. C'est pas pour ça que j'ai voulu m'installer. Non, mais c'est vrai qu'après quand même une grosse partie de ma carrière en pâtisserie de restaurant. De grands restaurants, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'avais envie et besoin de voir autre chose, de faire autre chose, de me rechallenger également, et surtout de me mettre à mon compte et de voir si j'étais capable aussi de tenir une maison toute seule, quoi. Jérôme de Oliveira, il a fait pareil, c'est ce que vous avez fait aussi, Jérôme. Vous êtes passé du palace à la boutique. C'est ça. Alors en amont, j'avais fait aussi de la pâtisserie boutique à Lyon, où j'ai commencé, et puis ensuite à Paris, comme vous l'avez cité tout à l'heure. Mais oui, j'ai passé le grand saut, et je regrette pas une seconde, évidemment. Claire Hetzler, qu'est-ce que ça nécessite sur le plan de la technique, de la remise en cause de son métier, de passer du restaurant à la boutique? Qu'est-ce que vous avez dû apprendre ou réapprendre? C'est simplement travailler différemment, travailler avec d'autres contraintes, sur d'autres volumes aussi. Après, c'est vrai que moi, j'ai souhaité aussi monter un concept un petit peu différent où on travaille principalement en click and collect, ce
ce qui veut dire aussi que les volumes, on les gère à la demande, très quoi. facilement. Ouais. Oui, tout à fait, pour limiter le gaspillage alimentaire. Et voilà, je vais mettre en place toute une démarche de valeurs qui me tiennent à cœur. Donc voilà, on travaille surtout sur des volumes différents qu'en restauration, ça c'est évident. Est-ce qu'on pourrait dire que la pâtisserie de restauration c'est du sur-mesure et que la pâtisserie boutique c'est du prêt-à-porter de luxe? C'est un peu ça, c'est surtout beaucoup plus éphémère la pâtisserie de restauration. On peut aller beaucoup plus loin sur les détails, sur les températures. C'est voilà, le dessert il est dressé, il est mangé immédiatement. Alors que la pâtisserie de boutique, elle doit être transportée, elle est souvent commandée le matin pour être mangée le soir. Donc c'est un produit qui doit se tenir bien, qui doit être beaucoup plus stable en fait. Abel Nesson, avant de se quitter, quel est votre avenir vous quand vous passez à si jeune entre les pattes de Le Nôtre et que vous avez remporté le Charles Proust, vous avez envie de passer le meilleur ouvrier de France? Je pense qu'on est encore loin de là. Je vais me reposer un peu et en discuter avec mes chefs qui m'ont accompagné. Et vous voulez vous établir à votre compte par la suite ou est-ce que vous voulez rester C'est pas mon projet. C'est pas le projet principal, pour l'instant. Non. D'accord. Bon, merci beaucoup en tout cas à vous. Jérôme de Oliveira, vous restez avec moi. Claire Exler, je vous souhaite de préparer les fêtes dignement. Hein. Là, il y a vraiment beaucoup de boulot en fin d'année avec les bûches. Et encore bravo pour ce trophée de meilleure pâtissière de l'année pour les relais desserts. Être reconnu par ses pairs, ça a toujours une saveur particulière. On se retrouve dans un instant avec l'autre grand pâtissier fêté ce soir-là. Mais c'est tout de suite après ça. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. On est toujours dans les desserts ce dimanche matin. C'est bien pour le petit déjeuner, je trouve, de parler gâteaux. Ça donne envie. Puis, de toute façon, le dimanche, c'est le jour du pâtissier. C'est le jour où on a envie de passer chercher pour son déjeuner du dimanche, pour la famille, pour les amis, ou même pour soi sous-sol, un petit gâteau, une petite douceur. On a besoin de douceur dans ce monde. Alors, mes amis, nous parlions du palmarès de ce dîner de gala des relais desserts international, qui est une belle association des pâtissiers de très haut niveau à travers le monde, présidée par Vincent Gallet, qui ne pouvait pas être avec nous ce matin parce qu'il est dans l'avion, figurez-vous, pour l'autre bout du monde, et avec comme vice-président notamment Pierre Hermé, dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui porte cette association également à bout de bras. Et il remettait donc 2 prix. Je vous ai présenté il y a quelques minutes Claire Etzler, grande pâtissière pour la boutique, mais pour le côté restaurant, Jérôme de Oliveira, nous avions un sacré candidat qui a remporté le trophée de pâtissier de restauration. Il est avec nous ce matin en studio. Il a fait l'effort de venir. C'est Maxence Barbeau. Bonjour Maxence. Bonjour. Merci d'être avec nous un dimanche matin, de vous avoir volé ce temps. Maxence, vous connaissiez avec Jérôme de Oliveira ? En fait, oui, je le connais indirectement par des amis pâtissiers. C'est une grande famille. C'est ça, c'est exactement une grande famille. Et puis j'ai été au Plaza à une autre époque. Ah bah voilà. Et du temps de Christophe Michalak et de Jean-Marie Blot. Et c'est vrai que le monde est petit. Bah oui, surtout dans ce monde pâtissier, le mercato est quand même, on va dire, il n'y en a pas des dizaines de milliers, des très bons pâtissiers. Donc ça tourne un peu dans les palaces. Jérôme, qu'est-ce que vous retenez, vous, de votre passage justement dans cette maison, le Plaza, avant d'avoir pris votre indépendance? Salut Maxence. C'est inoubliable. C'est des grands souvenirs. C'est une école, en fait, tout simplement, une école de la vie, une école. C'est une aventure humaine, c'est une aventure professionnelle. J'ai évolué, j'ai appris, j'ai observé, j'ai compris, j'ai goûté, j'ai testé. Enfin, c'est tous ces termes. Et j'ai fait. Vous avez beaucoup fait aussi, hein. Vous avez bossé, hein. C'est vrai, c'est pas faux. J'étais dans le sous-sol. J'ai pas trop fait le tour de tout Paris, mais par contre, j'ai évolué professionnellement. J'ai fait. C'est vrai. Ouais. Maxence Barbeau, vous êtes le chef pâtissier d'un grand hôtel parisien, d'un palace, le Shangri-La, qui se trouve pas très loin de vos studios d'ailleurs. Ce Shangri-La, qu'est-ce que ça représente en activité, qu'on se rende compte, c'est quoi d'être le chef pâtissier d'une maison de cette taille?
Alors ça représente beaucoup 2 points de vente. Ça représente une équipe de 16 personnes. Ça représente des banquets, le restaurant La Bohénia, du petit déjeuner, dîner. Ça représente aussi un chariot de pâtisserie. Et il y a vraiment de quoi s'amuser. Donc on y est bien. La passion nous anime. Les équipes sont là. Et donc non c'est super. Après avoir fait plusieurs palaces, je suis à mon 3e palace et 2 boutiques parmi les relais desserts. Et donc c'est vrai que en fait la panoplie elle est large au niveau de la pâtisserie, hôtellerie, restauration, que de la boutique. Et ce que j'aime dans mon métier au Shangri-La, c'est vraiment cette diversité entre le dessert assiette, le petit gâteau, les wedding cakes. Il y a vraiment une telle diversité que wedding cakes. Ah oui, c'est une activité importante, le gâteau de mariage. Exactement. Dans les grands hôtels, dans les palaces. Vraiment, on est vraiment sur il y a vraiment un beau débit sur les wedding cakes, même sur les croques en bouche qu'on voit moins. Et ça c'est intéressant vraiment parce que il y a le côté le savoir-faire français, le savoir-faire de la pâtisserie française qui on peut s'exprimer vraiment dans ce genre aussi d'établissement. Et moi je suis venu aussi pour ça, et puis c'est un plaisir de partager tout ça avec mes équipes, du stagiaire, apprenti, commis et mes responsables. Donc, j'étais à cette soirée à un moment aux côtés de Laurent Le Daniel, le président de la Confédération des pâtissiers, et il me disait c'est fou à quel point on ne se rend pas compte, mais la France a vraiment une prééminence en matière de pâtisserie, peut-être beaucoup plus qu'en cuisine, parce qu'il y a des cuisines fantastiques dans le monde entier, mais la pâtisserie, tout le monde vient se former en France, les pâtissiers. Complètement. Mais pour Laurent Le Daniel, moi, pour la petite histoire, j'ai fait ma mention complémentaire en dessert de restaurant et j'ai été chez lui au tout début. Et c'est vrai que ça m'a marqué. Et c'était cette soirée des relais desserts, c'était exceptionnel pour moi parce que au final, le temps passe vite aussi. Et puis, vous avez rêvé en regardant des pâtissiers, et là, c'était vous qui étiez dans les projecteurs. C'est ça, parce qu'en plus, il y avait deux beaux concurrents, 2 beaux confrères, qui sont Maxime Frédéric et Sébastien Vauxion. Et vraiment, j'ai été vraiment très agréablement surpris. Le travail, hier, ça faisait 5 ans en Shangri-La, et le travail paye avec les équipes, et ça, j'en suis fier pour moi, pour eux, pour l'hôtel. Et ça, c'est vraiment super. Combien vous avez d'hommes et de femmes qui travaillent à vos côtés au Shangri-La ? Environ, on est à peu près 16 à peu près. 16, pour faire tout le boulot que vous venez de nous décrire, effectivement, parce que ce sont des points de vente, comme vous dites, multiples, et des demandes aussi assez multiples. Des last minutes qui peuvent tomber en fonction d'une demande client, et on doit répondre, on ne doit pas répondre non, trouver une solution. On trouve une solution, et on essaie de pouvoir satisfaire au mieux nos clients, par ce qui nous anime, la pâtisserie, quoi. Comment vous êtes venu à la pâtisserie ? D'où est-ce que vous venez, vous ? Moi, je suis breton. J'avais 2 passions. J'avais le judo. J'étais en sport-études judo. J'ai fait une réorientation après une grosse blessure. Et le beurre salé. Et le beurre salé. Avec du... Voilà, exactement. Et en fait... du beurre salé, ça c'est sûr. Et donc après, je me suis lancé sur un lycée hôtelier à la Guerche de Bretagne. Et après, j'ai passé un concours, les Olympiades des métiers aussi, qui m'a amené en finale avec Alexis Bouillet, qui était à l'époque au Plaza. Et donc, il voit bien Jérôme. Ouais, je vois très très bien. Et donc en fait, pardon, vas-y Jérôme. Je l'avais aidé justement, je me rappelle très bien. C'est ça, exactement. Et grâce à Alexis, je suis rentré après au Plaza Athénée, et après j'ai fait mon petit bout de chemin par rapport à ça. Et c'est vrai que j'ai commencé par la cuisine aussi. Et oui. Quand même. Quand même. La gastronomie en général, vraiment. Mais bon, pour revenir quand même vers le sucré. C'est ça, exactement. Donc, vous confirmez que vous avez été assez bouleversé de recevoir cet honneur de la profession. Franchement, ça fait vraiment plaisir. C'est beaucoup de travail. Et puis on se dit, là, 5 ans, il y a eu 5 ans de beau travail et en devenir plus, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Ce titre fait plaisir, et surtout pour les équipes. C'est vrai que il y a le chef en question, mais derrière il y a tout un bouillonnement dans tout ça. Comment vous définiriez en peu de mots votre travail, justement, votre pâtisserie ? C'est quoi votre pâtisserie, Maxence Barbeau ? Je pense qu'elle est gourmande déjà. Elle va être j'espère. Elle va être gourmande, créative, par rapport ce que j'adore ça m'anime. Au sourcing produit aussi, vous allez chercher des produits étonnants. Une magnifique vanille,
une magnifique poire avec Yannick Colombier. Vraiment, c'est ça qui est génial. Parce qu'il y a tout un cercle, en fait. Il y a le client, il y a le produit à aller chercher, il y a le transformer, il y a l'équipe à amener au bout de cette transformation. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Et sur ça, vraiment, c'est indéfini. Donc, c'est super, ça. Vous, quand vous mangez du gâteau à la maison, c'est quoi ? Alors moi, quand qu'est-ce que vous aimez, vous ? Alors, vous n'allez pas me dire du kouign-amann ou... Non, mais... Ou Alors, des fois, ça dévie sur le plateau de fromage. Ouais. Des fois, ça fait plateau de fromage. Et puis, ça peut se faire... une petite crème brûlée... Qu'est-ce qui vous cause, vous ? Qu'est-ce qui vous fait remonter en enfance ? Quel est le gâteau qui vous gaulera toujours ? J'en ai plein. J'ai les gâteaux de maman, on va dire. Ça, c'est sûr. Il y a le gâteau Béatrice. Alors ça, c'est... C'est quoi, ça ? C'est simple, c'est un cake. On va couper le cake. C'est une sorte de gâteau yaourt. Ouais. Et ensuite, elle fond du chocolat avec un peu de sucre et du beurre. Et en fait, elle fait plein d'étages. Et elle superpose tout. Une sorte de millefeuille de cake, millefeuille de cake, voilà. Donc ça, c'est le gâteau Béatrice qu'elle a appelé. Ouais. Il y a le Sapporo à l'orange aussi. Ah ouais, voilà. Mais dites donc, c'est une vraie pâtissière, votre mère. Elle aime bien. Elle a son petit carnet et tout. Et la mousse au chocolat. Et évidemment, aussi grand que vous soyez, vous n'arrivez pas à reproduire les recettes de votre mère. Ça reste à maman, ça. Là, ça, j'adore ça. tous les pâtissiers disent le gâteau de ma mère, c'est autre chose et j'arriverai jamais à le refaire aussi bien qu'elle. Il y a des beaux souvenirs. Jérôme, de votre côté, qu'est-ce que c'est les gâteaux qui vous font remonter en enfance direct ? Moi, c'est les bugnes de ma grand-mère. Je suis lyonnais, donc. Les bugnes. Et les bugnes, en plus, c'est de la pâtisserie boulangère, hein, parce que c'est de la pâte levée et c'est pas facile à maîtriser. Non, c'est pas si évident que ça, et on en mange rarement des bonnes, donc je dirais vraiment ça. Après, il y a plein d'autres choses que j'adore, mais les choses simples, les flans, un bon millefeuille minute, un bon baba au rhum, etc. Mais une bonne tarte citron quand elle est bien faite aussi, voilà. Alors c'est intéressant parce que vous faites partie des plus grands, de la corde des grands pâtissiers français. Quand on demande à des grands pâtissiers qui vous disent moi je suis créatif parce que je réponds à la demande en définitive de mes clients, mais vos goûts personnels c'est toujours des trucs assez simples en définitive, Maxence. Complètement, il y a cette part de simplicité en soi, que ça soit dans la création, mais il y a aussi cette part au final. On met aussi des choses simples à l'hôtel, parce qu'il y a de la simplicité avec un travail créatif, mais et de transformation avec différentes épices ou autres. Mais c'est vrai qu'en soi, il y a une telle variété qu'on peut vraiment s'amuser n'importe comment, quoi. Alors, vous avez dit épices. Eh bien, j'ai une surprise pour vous. Il y a quelqu'un qui va nous rejoindre ici même en studio. Vous le connaissez. Mais ce matin, je ne pense pas que vous imaginiez le trouver ici à Sud Radio. On se retrouve dans une minute. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Alors, si vous étiez avec nous depuis le début de l'émission, vous savez qu'on consacre cette émission à pâtisserie dans son acception la plus large, puisque nous avons parlé des 2 pâtissiers de l'année qui ont été Claire Etzler pour les relais desserts internationaux, Claire Etzler, la pâtissière boutique, et Maxence Barbeau qui est avec nous ce matin en studio. Alors, je me suis dit, Maxence, c'est un garçon qui aime le produit, le sourcing, aller chercher l'exception. Alors, je vous cache pas qu'ils se connaissent ces deux-là, car nous a rejoint ce matin Paul Galland. Bonjour Paul. Bonjour à tous. Paul Galland, c'est le nouveau négociant de la vanille arrivé. Quel âge avez-vous, Paul ? J'ai 24 ans. Voilà, le et même âge. 25. Alors, le même âge que Abel Nesson qui vient de remporter le prix Charles Proust. 24 ans, et pourtant vous avez déjà presque 2 vies dans votre vie, Paul. C'est un petit peu ça. Puisque vous avez été pâtissier, je crois que vous avez été un des bras droits de Cédric Grolet. Oui, c'est ça. J'ai été pendant presque 3 ans au Meurice. Donc, je suis sorti du Meurice, en fait, sous-chef pâtissier. Voilà. Pour lancer mon entreprise de vanille. Parce que je suis passionné depuis toujours par la vanille. Ouais. Et j'ai des variétés de vanille très rares et puis que personne ne connaît, même les plus grands chefs ne les connaissent pas forcément. Et voilà. Vous êtes là pour nous en parler. Vous savez que je suis un passionné de vanille également. Et alors, je me rends compte que vous connaissez déjà, messieurs, parce qu'en fait, m'a dit tout à l'heure, Maxence, mais je me fournis chez Paul. Exactement. À l'intégralité, maintenant, avec Paul. Toute la vanille Shangri-La vient de chez Paul. C'est ça. Maintenant, au final, Paul, on s'est rencontrés
Et en fait, c'est un coup de cœur parce que il a cette connaissance que je n'ai pas, en fait. C'est un archi passionné de vanille. Je suis un archi passionné de vanille. Mais là, Paul, sur ça, il a vraiment un... moi aussi, mais il m'a bluffé. Hein. Il m'a bluffé. Et moi, il me bluffe vraiment. Et c'est quand il raconte ça, il va aller chez les producteurs, il va aller directement... et c'est fou. C'est vraiment... Alors, moi, je peux me définir aussi comme un archi-passionné. Ça fait plus de 30 ans que je collectionne la vanille, que j'essaye d'en avoir toujours de toutes origines possibles. Mais là, Paul, il m'a carrément gaulé, il m'a bluffé. Non, mais vraiment, hein, pourtant, je pense connaître un peu de la vanille. Et à son âge, en tout cas, 10 fois moins que lui aujourd'hui. Paul, on peut rappeler en 2 secondes que ce qu'est la vanille. La vanille, c'est une liane. La vanille, c'est une liane. Originaire du Mexique. Originaire du Mexique, parce qu'on l'a trouvée au Mexique. Oui, les colons l'ont trouvée au Mexique. Mais il y en avait déjà ailleurs, sauf qu'on ne le savait pas. Il y en a ailleurs et on ne le sait pas. Voilà. Et donc aujourd'hui, la variété qu'on connaît le plus, c'est la vanille de Madagascar, donc la variété Bourbon. Oui, ce qu'on dit Bourbon, planifolia. Du nom de l'île de la Réunion qui s'appelait l'île Bourbon au moment où elle a été rapportée. Exactement. Alors, ce qu'on dit pas, c'est que ça a fait l'objet d'une véritable guerre des épices, puisque c'est les Anglais qui tenaient les Caraïbes et les Français ont en quelque sorte volé la vanille, les plants de vanille aux Anglais pour la ramener justement dans l'île Bourbon à la Réunion. La Réunion, exactement. C'est la naissance de la vanille dans l'océan Indien alors. C'est ça. Mais aujourd'hui, cet océan Indien fournit la plus grande quantité, alors un peu à la Réunion, mais surtout à Madagascar, où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère, évidemment, parce qu'on n'est pas en France. On fait simple, hein. On fait simple. Cette planifolia, Maxence, c'est vraiment le goût vanille. De notre enfance, hein, le goût de nos flancs à la vanille, de nos flancs, de nos crèmes brûlées, c'est le goût de la vanille de Madagascar. Oui, complètement. Et après, c'est vrai que là, par rapport à toutes ces vanilles, toutes ces variétés, il y a vraiment des notes particulières qui sont impressionnantes, mais vraiment. Et c'est là où nous, on peut jouer sur des infusions et plein de choses sur des éléments d'infusion à froid ou juste à chauffer comme Paul préconise à certaines températures. Et je pense qu'il a fait maintes et maintes tests. Ah, parce qu'il donne les fiches techniques en plus. Non, mais il donne des tutos. Ouais, bah oui. Il donne des tutos que des fois on a une habitude de travail où peut-être elle est fausse en soi, ou elle a été voilà. C'est empirique. Exactement. Ou validé par l'usage, mais sans qu'on ait vraiment cherché. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que toutes les vanilles ne se font pas infuser dans le lait comme on le fait avec la planifolia par exemple. Alors si, on peut toutes les infuser dans le lait. Par contre, il y a des variétés de vanille qui ont des molécules aromatiques très différentes. Oui, qui n'ont pas le goût de vanille qu'on connaît. C'est ça. Et donc ces molécules-là s'infusent mieux dans par exemple de l'eau ou alors du lait, comme sur des variétés planifolia où la vanilline se colle très bien avec le gras. Alors, soyons clairs, on va se parler un petit peu du produit, Paul Galland. Oui. La vanille, telle qu'on l'a fait à Madagascar, c'est une gousse qui est verte quand on l'accueille. C'est ça. Que l'on va faire étuver. C'est-à-dire la passer à l'eau chaude. C'est ça, pendant 2-3 minutes. 2-3 minutes. À quoi ça sert, ça ? C'est l'échaudage. En fait, c'est pour commencer le processus de fermentation de la vanille et développer en fait les premiers arômes de la vanille, parce que la vanille verte n'a aucune odeur et n'a pas de goût en fait. Ça ressemble à un haricot vert en fait. Oui, c'est vrai, c'est exactement ça, une grosse fève. Et alors, ensuite, on va la faire sécher et fermenter. En fait, une fois sortie de l'eau chaude, la vanille est placée dans des grandes malles avec plein de couettes sur la vanille pour en fait garder cette chaleur et tout ça pendant 72 heures, ce qui va faire qu'on va avoir une première fermentation et qu'on va ressortir ensuite... Un développement d'arômes. C'est ça, et qu'on va ressortir la vanille noire de cette malle et qui a déjà de la saveur. Et puis ensuite, il va y avoir tout un séchage au soleil et aussi à l'ombre pendant des mois. Alors, et quand elle est suffisamment mûre et de qualité, elle se fend naturellement. Elle éclate en quelque sorte ? Elle se fend naturellement, mais pas toutes les variétés se fendent. Ouais. La variété planifolia, effectivement, se fend naturellement. Et d'ailleurs, on pourrait presque faire une pâtisserie avec la vanille cueillie sur liane, parce qu'en fait, elle s'affine en fait toute seule sur liane. Et on pourrait la cueillir surmaturée, un peu comme des raisins qui auraient mûri. Exactement, parce que là, pour le coup, une vanille cueillie noire sur liane a déjà beaucoup d'odeur.
Et déjà, voilà, on peut vraiment faire une recette avec. Maxence Barbeau, la vanille, c'est l'épice sucrée, enfin c'est l'épice pour les produits sucrés la plus utilisée dans le monde. Je suppose que c'est une part importante de votre aromatisation en dessert. Complètement. Sur ça, on a vraiment toute une base d'infusions et on va dispatcher ces infusions, que ce soit pour faire le flan vanille, nos chantilly. Beaucoup de crème, évidemment, les voilà, crèmes pâtissières, les diplomates, enfin tout ce que... ça. Ou cibler complètement un dessert. Là, on a fait un nouveau dessert 100% vanille, avec une représentation d'une gavotte vanille. Et c'est une sorte de vanille avec un peu fendu. On va après à l'intérieur mettre un petit caviar de vanille avec. Qu'est-ce que c'est un caviar de vanille? On récupère la pulpe? C'est en fait on va faire chauffer, on va concentrer vraiment de la vanille et on va apporter une texture un peu comme un confit, comme une sorte de petite marmelade, mais d'accord. avec une viscosité donnée qu'on va mettre dans le fond. Vous faites ça avec du gélifiant? Voilà, déjà du fond naturel sur ça. De la agar-agar? Il y a ça, et après il y a une réduction, ou soit de la pectine ou autre de fruits. Et ensuite, après, donc, on a tout un montage avec une petite crème glacée vanille, un siphon vanille, un petit croustillant, et tout ça, en fait, on a ciblé avec la vanille Papouasie Titan 6 de Paul. Alors c'est intéressant parce que c'est la deuxième grande vanille qui est apparue en fait sur le marché. Pierre Hermé n'y a pas été pour rien, je dirais, parce que lui il fait son mélange de vanille. Alors la Titan 6, c'est très étonnant, c'est cette vanille du Pacifique, Paul. Elle a beaucoup plus un côté à la fois caramélisé et presque anisé. Oui, totalement. Parce qu'en fait la variété Titan 6 ne contient quasiment pas de vanilline, contrairement à la Planifolia qui contient la molécule vanille qu'on connaît tous. Celle-ci est différente. Qu'est-ce qui remplace la vanilline? Quel est le principe aromatique le plus important? Alors il y a plein d'autres composés aromatiques, mais il y a beaucoup d'acide anisike, beaucoup de courmarine. La courmarine, qu'on trouve aussi dans le tonka, je crois. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on va donner à la Titan 6 beaucoup de notes très fruitées, très pruneaux, anisés, et puis des fois aussi un peu de tonka. C'est ce qu'on retrouve souvent dans les variétés Titan 6. Et alors, les Titan 6, c'est un peu comme la Planifolia, la Bourbon de l'océan Indien. Selon les terroirs, elle est différente. Celle de Papouasie n'est pas la même que celle de Tahiti, qui n'est pas la même que de Samoa. Exactement. Alors, en plus de ça, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils ont une technique d'affinage qui va être différente de celle de Tahiti, parce qu'en fonction du producteur, la vanille va être très différente. En fonction des techniques, comme un pâtissier va faire un gâteau, même si c'est la même vanille. C'est comme un affinage, une évolution. Oui, voilà, c'est ça. L'affinage à Tahiti pratiqué va être différent de celle en Papouasie-Nouvelle-Guinée. À Tahiti, en fait, ils récoltent les vanilles noires sur liane. Pour certains producteurs, pour les meilleures vanilles de Tahiti, elles sont récoltées noires sur liane parce que la Titan 6 ne s'ouvre pas à pleine maturité. Ah oui. C'est la différence avec la Planifolia. Donc ça doit exuder au travers de la peau de la gousse qui est épaisse. Ouais, donc là on a déjà une superbe odeur, et donc à Tahiti elles sont juste séchées au soleil et ils pratiquent le massage des gousses. Donc les gousses sont massées une par une pour concentrer uniformément les huiles essentielles dans la vanille. C'est fou, hein. C'est fou. Tu vois, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils utilisent la même technique qu'à Madagascar, c'est-à-dire l'échaudage. Restez avec nous, Maxence Barbeau. On n'en a pas fini de se parler de vanille, vous non plus, hein. Ne partez pas, vous allez en apprendre des trucs incroyables sur la vanille, notre épice sucrée qu'on adore. À tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Ah, mes petits amis, depuis le début de cette émission, nous baignons mollement dans un lait tiède vanillé, figurez-vous. Oui, on est dans la vanille, mais alors jusqu'au cou, et on adore ça, ça tombe bien avec Paul Galland qui est négociant en vanille, et Maxence Barbeau, le chef pâtissier du Shangri-La Palace à Paris. Alors, figurez-vous que la vanille, alors tout le monde aime, hein, je crois que c'est un des goûts les plus universels pour l'humanité. Ça nous rappelle notre enfance, évidemment, hein, d'où qu'on soit d'ailleurs, hein, parce que de la vanille, on en consomme dans le monde entier. Paul Galland, on était en train de parler des deux grandes variétés de vanille que sont la Planifolia, qu'on appelle aussi vanille Bourbon, du nom ancien de l'île Bourbon de la Réunion, et ça c'est pour l'océan Indien, globalement, et l'autre grand cru qui est la Titan 6. Alors Titan 6, ça sonne comme Tahiti, hein, parce que c'est la vanille du Pacifique, mais on ne se contente pas de ça.
Parce qu'il y a beaucoup de pays qui se partagent, en fait, ces deux variétés principales. Par exemple, en Afrique, on fait beaucoup de planifolia aussi maintenant. Totalement. Hein, vous avez des pays des grandes origines, Tanzanie, le Kenya fait de la vanille, l'Ouganda fait de la vanille. Exactement. Qu'est-ce que c'est, vous, votre goût en matière de vanille en Afrique ? Alors là, récemment, j'ai de la vanille de Tanzanie qui est vraiment très cuirée, très... Ne me dites pas qu'elle pousse sur les pentes volcaniques du Kilimandjaro. Ah, exactement. Mais non. Ouais, si, totalement, ouais. L'Everest africain. Exactement. Il y a de la vanille, comme il y a des pistaches sur l'Etna. Oui, totalement. Ouais, c'est sur les flancs du Kilimandjaro. Et une vanille incroyable. Je pense que le terroir en fait beaucoup d'ailleurs. Ah, ça c'est génial. D'ailleurs, la vanille, elle est toujours en zone tropicale. Hein. Je veux dire, c'est dans le grosso modo. Oui, grosso modo, c'est dans. En général, en tout cas à l'origine. Quand je disais qu'elle était originaire du Mexique, c'est quand même extraordinaire de penser que pour nous, le cacao et la vanille, qui sont quand même les deux grands produits pâtissiers, Maxence Barbeau, arrivent de cette Amérique centrale, du Yucatan. Ça fait frémir parce qu'on se dit, c'est incroyable que deux produits aussi emblématiques de notre gastronomie sucrée soient originaires du même endroit du monde. Ah, complètement, c'est fou. Ça fait rêver, quoi. Ah ben complètement, sur ça. Et puis des produits magnifiques à travailler, quoi. C'est génial. Est-ce que vous avez un mentor, Paul Galland, en matière de vanille ? Un producteur qui vous étonne ou qui vous guide ou... Ouais, j'ai un producteur à La Réunion, en Guadeloupe, pardon. En Guadeloupe, Guadeloupe, Cédric Coutelier, qui fait une super vanille givrée, et qui est souvent d'ailleurs médaillé d'or au salon agricole. Super. Voilà. Et c'est quoi? C'est de la planifolia, évidemment. C'est de la planifolia, mais en fait... alors lui, il y a de la pompona aussi. Il y a de la pompona, dans exactement. Les Antilles. Mais lui, la différence avec moi, c'est qu'en fait, il a une collection d'orchidées. Oui. Et moi j'ai une collection de gousses de vanille, et donc c'est assez marrant parce que des fois il m'amène des variétés qu'il ne connaît pas forcément et qui se demande quelle variété c'est, et moi avec mes connaissances je lui dis tiens, par exemple cette variété là ça doit être la Baiana, mais qui est endémique du Brésil. Et lui, il en a trouvé en Guadeloupe. Enfin, en tout cas, il a un pied de Baiana en Guadeloupe. Ah, alors attendez, là, vous me parlez d'une variété qui ne m'est pas familière. La Baiana. Ouais. Combien de variétés avez-vous dans votre collection, du coup, alors on a déjà cité Planifolia, Tahitien 6, la Pompona, qu'on vient de citer. La Baiana, et combien d'autres? Alors, j'en ai à peu près 7-8. Ah oui, quand même. Ouais. Donc après j'ai une vanille qui s'appelle la Tsitetri, mais qui vient aussi de Madagascar, mais qui est un croisement d'ailleurs comme la Tahitien 6, parce que la Tahitien 6 est aussi un croisement. Oui. Mais ensuite j'ai d'autres variétés comme la Cribiana, donc la Baiana, et aussi une autre variété qui est aussi endémique du Brésil, qui est la Chamissonis. Ah oui, carrément. Alors là, vous nous perdez. Non, mais moi, j'ai jamais goûté ça. Alors, c'est des vanilles qui ne ressemblent pas à de la vanille classique. Dans notre totalement, ouais. C'est très différent. Quoi. Très différent. Un mot de la Pompona, c'est une bonne vanille? C'est une super vanille que moi. Quelle forme elle a? Racontez-nous. Ça ressemble un petit peu à une petite banane, mais ou alors une banane aplatie, c'est ça? Ouais, ou alors une grosse banane, parce que en fait, dans la Pompona, il y a beaucoup de sous-espèces de Pompona. Par exemple, la Pompona chiette, qui est une toute petite Pompona, qui ressemble vraiment à une petite banane, et les Pompona grandiflora, qui sont plutôt des très grosses Pomponas, qui sont très larges, très grandes, qui sont des vanilles très impressionnantes, qui peuvent faire jusqu'à 30 grammes la gousse de vanille. Chargée en vanille? Non. Pas en vanilline, pas en vanilline. Mais du coup, beaucoup de courmarine, beaucoup d'acide anisilique, plein de molécules proche comme ça. Proche de la Tahitien 6, en fait. Proche de la Tahitien 6, mais quand même très différent de la Tahitien 6. Et ce qui est très intéressant aussi sur les pomponas, c'est que la peau peut se manger presque comme ça, en fait. Ah, la peau se mange. Ah oui, parce que pas sur du tout filandreuse, en fait. Pas comme une planifolia où c'est très ligneuse, en fait. C'est ça, exactement. Alors, c'est passionnant, hein, Maxence Barbeau, d'entendre ça. Non, mais c'est top. Vous, par exemple, évidemment, vous avez été gagné par Paul Galland. Quelle vanille achetez-vous chez lui? Alors là, à l'heure actuelle, parce qu'au final, on en a testé pas mal avec Paul, on a la Madagascar et on a la Papouasie à l'heure actuelle au labo, et on utilise différemment en fonction de la préparation qu'on souhaite. On va utiliser pour le dessert, on a voulu cibler la Papouasie pour le dessert vraiment tout vanille, et vraiment cibler que cette vanille-là.
Voilà. Vous êtes monoproduit. Oui, non, mais pour mettre en avant vraiment la particularité de cette vanille. Alors Maxence, puisque vous avez fait l'amitié d'être avec nous ce matin, j'avais envie de vous faire rencontrer par le téléphone l'honneur de la Bretagne, puisque maintenant, mesdames et messieurs, vous qui m'entendez, il existe maintenant une vanille bretonne. Ça semble incroyable de penser qu'en métropole, alors que ça a été si compliqué de l'avoir même à La Réunion, on ait une vanille de chez nous, de métropole, et pourtant j'ai Pierre Guillaumard avec nous au téléphone. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre Guillaumard, producteur de vanille en Côte-d'Armor, c'est ça? Oui, c'est ça, sur la région de Paimpol. Sur la région de Paimpol, il n'y a plus que le coco, il y aura désormais la vanille de Paimpol. Ça me plaît bien, hein, la vanille paimpolaise, ça sonne génial, quand même. Hein. Pour un breton comme vous, Maxence, ça doit être incroyable. Ah, c'est super, là. Mais qu'est-ce qui vous a pris, Pierre Guillaumard? Comment c'est arrivé cette histoire? Si vous voulez, je fais partie de la coopérative Prince de Bretagne, et du coup, dans les plusieurs producteurs, on avait des anciens outils où on produisait de la tomate qui étaient vieillissants, moins lumineux. Ouais. Et à une commission innovation, on nous a présenté la vanille et on s'est dit, feu, on va essayer. Ça se tente, quoi. Hein? Voilà. Et ça fait combien de temps que vous avez planté vos lianes? Donc on a planté nos vanilles en 2020, donc ça fait 4 ans. On est parti sur des plants originaires de la Réunion, de la planifolia, qu'on a élevé pendant 3 années. Et qu'on a fait fleurir en 2022 avec une première récolte et une deuxième récolte sur 2023 et avec des beaux résultats qui sont maintenant présentés au marché. Incroyable. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, parce que tout le monde ne connaît pas l'histoire de la vanille, quand elle est passée des Antilles à La Réunion, pendant longtemps, les lianes n'ont rien donné parce qu'il manquait une petite abeille, la mélipone, qui était l'abeille fécondateur naturelle qu'on n'avait pas pensé à apporter, et il a fallu un esclave, Edmond Albus. Le colibri aussi. Et le colibri aussi. Et cet Edmond Albus a eu le coup de génie de faire à la main toucher l'étamine et le pistil, en fait, en définitive, de faire l'amour à la fleur avec les doigts, et ça se fait toujours comme ça aujourd'hui, Paul Galland. Exactement, ça se fait toujours comme ça. À La Réunion, on continue de féconder à la main les fleurs. En fait, partout, c'est surtout une belle histoire, cette abeille qui pollinise, mais le producteur est obligé, en fait, de repasser derrière pour vérifier qu'elle est bien pollinisée. Parce qu'elle fait pas tout le boulot, faut pas déconner non plus. Pierre, vous avez donc appris à polliniser, enfin en tout cas à féconder vos fleurs de vanille. Qui vous a montré? On a regardé. Vous avez fait un stage là-bas? Vous êtes parti en Réunion? Si vous voulez, on a rencontré les producteurs réunionnais lors du symposium de la vanille, et à l'occasion on a aussi rencontré Paul Galland. Et on a sympathisé avec les producteurs réunionnais. Et les producteurs réunionnais qui ont aussi une coopérative Pro-Vanille sur l'île. Donc on a trouvé nos homologues coopérateurs et on est parti dans un échange avec eux au niveau agronomique pour notre partie, et eux nous ont appris leur savoir-faire de transformation et de pollinisation. Insensé. On peut parler de prix à peu près, parce que la vanille avait connu un boom il y a 3 ans. C'est revenu à des tarifs un peu... Mais on sait que c'est la main-d'œuvre qu'on paye quand on achète de la vanille française. Elle est chère, votre vanille, Pierre? Elle est concurrentiel au rapport qualité-prix, et on a une offre de lancement avant Noël là, pour faire découvrir la vanille bretonne, donc n'hésitez pas à contacter notre structure commerciale Cotacop pour la découvrir à des prix très raisonnables. Génial. Écoutez, en plus, je peux vous dire un truc, parce que l'émission s'achève. Moi, je vais rester le nez dans la vanille. Mon cher Paul, elle est magnifique. Elle est couverte de poils. Et quand la vanille a des poils, ce sont des cristaux de vanilline. Exactement. Preuve qu'elle est chargée en aromatique, en vanilline. Exactement. C'est une garantie pour la vanille bretonne aujourd'hui, parce qu'on est capable de l'accueillir à maturité et gousse par gousse chaque semaine. Écoutez, il me reste à vous remercier tous les 3, Maxence Barbeau, le chef pâtissier du Shangri-La, Paul Galland. On va découvrir, vous avez apporté plein d'éprouvettes avec des vanilles, je vais mettre le nez dedans juste après l'émission. On peut vous retrouver sur votre site internet pour acheter de la vanille. Galland Vanille, et puis d'ailleurs il y a aussi cette fameuse vanille bretonne sur
mon site internet. Eh ben voilà. Merci encore Pierre Guyomard et bravo. Hein. Je suis saisi de bonheur quand je vous écoute. Voilà mes amis, si vous étiez trop occupés à déguster la vanille pendant cette émission, j'espère pour vous, vous pourrez l'écouter à nouveau en podcast sur sudradio.fr et même nous regarder, parce que nous sommes des beaux gosses, sur notre chaîne YouTube. Je vous laisse avec les infos de 11h. Après, vous retrouvez comme toujours Alexandre Devecchio en toute vérité. Pour moi, direction la cuisine, j'ai très envie de petits pots de crème vanille, tiens, comme par hasard, mon régal. Je vais retomber en enfance, je ne sais d'ailleurs même pas si j'en suis jamais sorti. Allez, bonne journée.